L'objectif de cette étude sur les classes moyennes chinoises conduite par l'IFRI pour Mazars était spécifiquement de comprendre quelles sont les caractéristiques de la classe moyenne chinoise en comparaison avec d'autres classes moyennes de pays en développement, par exemple de certains pays africains ou de pays développés, par exemple certains pays européens. Qu'est-ce qui caractérise la classe moyenne chinoise? Quelles sont ses spécificités? Ça demandait de prendre en compte le contexte historique récent, depuis la révolution culturelle jusqu'à la période de réforme et d'ouverture lancée par Deng Xiaoping en 1978. Ça nécessitait aussi de prendre en compte le contexte géographique et démographique et bien sûr le développement économique des 30 dernières années et également les réformes économiques et sociales mises actuellement en place par la nouvelle équipe dirigeante. Maintenant, on peut difficilement parler de classe moyenne homogène sur le territoire chinois pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a une très forte hétérogénéité en termes de niveau de revenus entre la côte Est développée qui avait bénéficié des réformes de l'ère Deng Xiaoping à partir de 1978 et le reste du territoire chinois, notamment les provinces du centre et de l'ouest du pays. On a des écarts de revenus très forts entre ces deux zones géographiques-là. On a également, bien sûr, un écart dont on parle souvent, c'est l'écart entre zones urbaines et zones rurales, avec une population rurale qui s'élève encore en Chine à 48% de la population nationale, donc presque la moitié de la population chinoise se situe en zone rurale et bénéficie de revenus bien inférieurs que celui des zones urbaines. Mais surtout, on a un troisième écart de revenus majeur qui se situe au sein même des villes. Alors pourquoi? On a tendance à parler des grandes villes chinoises développées avec Shanghai ou Pékin en tête, voire Canton. Et bien en fait, au sein même de ces villes-là, un tiers voire un quart de la population est une population migrante, c'est-à-dire c'est une population qui vient des campagnes et qui, de par son statut de résident temporaire, ne bénéficie pas des services sociaux de la ville. Donc par conséquent, ils vivent finalement, et c'est une population rurale qui vit encore comme à la campagne au sein même des villes. Si l'on prend en compte les événements marquants, les périodes marquantes de l'histoire récente de la Chine, on a la révolution culturelle de 1966 à 1976, on a également la famine de 1959-1961, c'est-à-dire que la population chinoise âgée de plus de 55 ans aujourd'hui est passée par ces événements-là et donc a un parcours assez étonnant d'une période, on va dire, de vache maigre, d'absence de choix de consommation, puisque tout le monde était logé à la même ancienne, voire d'un changement de vie, parfois de zone urbaine à zone rurale lors de la révolution culturelle, lorsqu'il était envoyé en rééducation par le travail en zone rurale. On a cette génération-là qui entre aujourd'hui dans la société de consommation, avec des pratiques nouvelles pour elle, et on a aussi une autre génération, leurs enfants, nés après les années 80, pendant les années 80, qui eux ont grandi avec la société de consommation chinoise. Donc on a deux approches différentes, deux parcours individuels très différents qui expliquent en partie les écarts de pratique et d'approche au sein de la classe moyenne chinoise. Ce qui est spécifique aux classes moyennes chinoises, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle classe moyenne. Nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une population qui a une volonté d'afficher son entrée dans ce nouveau statut, afficher notamment ses pratiques de consommation, notamment dans la consommation des marques nationales mais aussi et surtout étrangères, dans son intégration internationale. On a une classe moyenne qui souhaite réellement s'afficher en tant que classe moyenne globalisée, alors que le pays a été pendant de nombreuses décennies fermé à l'étranger, fermé à l'extérieur. Donc dans ce contexte-là, on a une volonté d'affichage très forte. On a aussi une volonté de profiter de ce nouveau statut. Le développement des congés payés, le développement du temps libre, tout simplement. On a une population qui a aujourd'hui du temps pour se divertir, mais aussi du temps pour penser à soi, ce qui est quelque chose de particulièrement nouveau en Chine, et notamment en Chine communiste, où pendant de très nombreuses années, jusqu'à 1976 finalement, les choix individuels étaient proscrits. Il faut
bien comprendre qu'en Chine aujourd'hui, la protection sociale est sous-développée. Et donc, la majorité de la population chinoise a un accès limité à la couverture maladie, aux pensions de retraite, aux services sociaux de la ville, aussi doit débourser des sommes plus importantes pour l'éducation des enfants. Et dans ce contexte-là, le revenu croissant et le revenu significatif dont bénéficie la classe moyenne chinoise est à mettre en perspective avec les dépenses à anticiper, les dépenses sociales, les frais de santé, etc. à anticiper pour le membre, pour l'adulte professionnel lui-même, mais aussi pour ses parents et ses enfants. On reste dans une société à très forte solidarité intergénérationnelle et donc les foyers épargnent massivement. On considère que les foyers chinois épargnent plus de 40% de leurs revenus disponibles, ce qui est énorme comparé au taux d'épargne de nombreuses sociétés développées qui les ménages épargnent davantage, autour de 15 à 17% des revenus disponibles. Assurer une couverture maladie universelle pour une population aussi vaste avec des écarts de revenus et de situation aussi importants, c'est très difficile, mais il est probable qu'à terme, le sentiment d'instabilité qui anime la classe moyenne chinoise du fait justement de ce manque de protection sociale tende à s'estomper et donc on arrivera peut-être à des pratiques de consommation et d'épargne, des habitudes d'épargne qui se rapprochent davantage des sociétés développées. Consolider la classe moyenne émergente et aussi de réduire les inégalités géographiques dans les différentes provinces du pays. Donc on a des objectifs de moyen et long terme. 2020, pour le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, la Chine espère avoir une classe moyenne entre 400 à 600 millions d'habitants, et 2050, le gouvernement chinois espère avoir atteint les objectifs fixés, c'est-à-dire la construction d'une société de moyenne aisance, c'est-à-dire que l'ensemble de la population chinoise aura accès à un niveau de vie dit de classe moyenne, c'est-à-dire les objectifs sont expliqués de manière très, très pratique, c'est-à-dire l'accès à une automobile, l'accès au logement, à un niveau de vie qui permet un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et donc c'est tout simplement que cette classe moyenne évolue, elle fait des enfants et donc on va aboutir à la deuxième et à la troisième génération de classe moyenne chinoise. On n'aura plus face à nous une nouvelle classe moyenne chinoise qui essaye de marquer son statut, son appartenance à la classe moyenne par ses pratiques de consommation et qui aussi est dans l'euphorie des premières années, divertissement, d'accès aux produits de tourisme, à l'étranger, etc. On aura finalement une nouvelle classe moyenne dont les pratiques à la fois de consommation et dont le style de vie se rapproche davantage des classes moyennes des pays développés où la classe moyenne est finalement consolidée et existe depuis plusieurs décennies.